C'est clairement de la gestion de crise parce qu'il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on sort l'album finalement plus tôt que prévu? Est-ce qu'on arrête tel ou tel engagement, etc. Le premier gros point d'attaque, on va dire, et le plus évident, c'est le front. Il y a un angle d'attaque intéressant pour les pirates, c'est en dehors de notre forteresse. Puisque c'est encore un sujet tabou, la sécurité dans la musique. Alors si on ouvre Internet et qu'on fait hacking major, on va voir que tout le monde se fait attaquer. On suppose, en fin de compte, en Zero Trust, que n'importe lequel de nos salariés peut être amené, peut être mis au chantage, qu'importe. Les attaquants trouvent toujours un moyen, trouvent toujours un levier d'influence sur vous, sur nous, sur moi le premier. On joue quand même avec de la data qui n'est pas anodine en termes de privacy. On parle quand même de flux financiers, de rapports d'écoute aussi, des plateformes de streaming. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de l'Angle d'attaque, l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risk Intel Media. Aujourd'hui, on va parler du sujet des artistes face au cybercrime et pour cela, on reçoit deux experts de chez Believe. Si vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à commenter. Ça nous donne de la force et ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Antoine Jacouttot, tu es CTO de Believe et Zakaria Rachid, tu es CISO, donc directeur de la cybersécurité de Believe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est dans ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, la cybersécurité, mais un nouveau sujet tout de même, puisqu'on va parler de la cybersécurité des artistes. Avant ça, peut-être recontextualiser, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les Spotify, les Deezer, un peu moins Believe. Est-ce que vous pouvez me présenter Believe, sachant que j'ai bien compris que c'était un acteur qui était omniprésent dans son secteur, mais peut-être moins connu du grand public? Oui, tout à fait. Et pourtant, Believe, c'est une grande réussite française. C'est une boîte qui va avoir 20 ans dans quelques semaines. C'est une boîte de musique qui est activée par la tech, donc on fait de la distribution, du publishing, de la gestion de royalties, etc. Et c'est le cœur de Believe. Notre credo, c'est de développer les artistes à chaque étape de leur carrière. Donc, on a des outils digitaux dont on pourra parler après qui nous aident à l'accompagnement de ces artistes-là. On aime à dire qu'on est des entrepreneurs au service d'entrepreneurs. Parce qu'il faut voir que le monde de la musique a beaucoup changé ces dernières années. Les gens veulent être beaucoup plus libres autour de leur création, de la gestion de leur carrière et sortir de l'ancien modèle du salariat à un label. Voilà. Donc, on aide tous ces artistes-là, que ce soit des artistes émergents, des artistes mid-gamme ou même des top artistes, à continuer à évoluer dans leur carrière. On accompagne un peu plus de 1 350 000 artistes et on a plus d'une centaine de partenaires numériques avec qui on travaille, dont on pourra discuter. Donc, certains que vous avez mentionnés, mais il y en a beaucoup d'autres dans le secteur et c'est un chiffre d'affaires de 988 millions d'euros en 2024. Conclusion, ce n'est pas petit, Believe, c'est très gros. Conclusion, ce n'est pas petit. C'est même un groupe international aujourd'hui, c'est une entreprise française, mais à l'échelle internationale. Et on a une présence locale dans 50 pays. Tu le disais parfaitement bien, Antoine, il y a eu un changement dans cette industrie musicale, notamment avec le streaming qui a révolutionné, je pense, les pratiques de consommation de la musique. Mais forcément, quand on parle de streaming, on parle également de digitalisation. Est-ce que ce secteur, celui de l'industrie de la musique, a embrassé pleinement la digitalisation ? Alors, je vais te donner une réponse très subjective de mon point de vue de technologiste. En partie, mais pas totalement. En fait, moi, je vois cette industrie sur 3 pans. La première, c'est celle qui est proche de l'artiste, qui a toujours été un peu technophile, un peu bricolage do-it-yourself. On le voit avec l'évolution des instruments à travers le temps. On le voit avec la musique assistée sur ordinateur. Les artistes, c'est aussi des bidouilleurs avec les instruments. On voit aussi les concerts géants qu'on a aujourd'hui. C'est ultra informatisé. C'est des fermes de serveurs qui gèrent les LED, les explosions de feu, etc. Donc tout ce pan-là est digitalisé, ou en tout cas très technique depuis longtemps. À l'extrême inverse, aujourd'hui, il y a les diffuseurs, donc toutes les grandes plateformes de streaming, que ce soit audio, vidéo, etc., qui, elles, évidemment, sont des vraies boîtes de technologie. Et au milieu de cette industrie, il y a tout un monde qui est plus ou moins digitalisé selon le type de métier et selon la verticale business. Et c'est là que Believe se situe, où nous, on pousse évidemment fortement à la digitalisation pour plein de raisons, notamment pour des raisons d'efficience opérationnelle, des raisons de cybersécurité dont Zakaria pourra discuter. Et donc, on a toute une panoplie d'outils digitaux
pour gérer la distribution de la musique sur les plateformes d'écoute, pour gérer la collecte et la redistribution et donc le paiement des royalties de nos artistes, mais également des produits digitaux à valeur ajoutée pour augmenter l'audience de nos artistes, faire en sorte qu'ils soient mieux placés dans les listes d'écoute sur les différentes plateformes de streaming. On joue aussi un petit peu avec les algorithmes, parce comme on est en partenariat privilégié, on a aussi accès aux API et aux algorithmes de nos partenaires, et ça marche un petit peu comme du SEO dans le web. On joue avec ces algorithmes pour se mettre en meilleure position et accroître le nombre de streams de nos artistes, et donc par conséquent la valeur créée par ces artistes et la valeur créée par Believe. Et concrètement, qu'est-ce qu'on entend par transformation digitale dans ce secteur? C'est quoi les chantiers prioritaires? Alors, les chantiers prioritaires pour Believe, c'est déjà de refondre tout ce qu'on appelle nos core products, donc toute la plateforme qui permet finalement de faire notre métier, qui n'a pas forcément une valeur ajoutée directe pour nos artistes et nos labels, mais qui permet de distribuer cette musique et de calculer et de payer les royalties. Comme je disais, Believe a 20 ans, donc on ne va pas dire qu'on ne s'est jamais renouvelé technologiquement depuis 20 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu à la fin en termes de design d'architecture, on arrive à la fin de ce qu'on peut faire en termes d'amélioration. Donc on se doit de reconstruire. Donc pour ça, on a démarré une mass migration vers le cloud qu'on termine en fin d'année. On réécrit toute une partie de nos applicatifs justement pour pouvoir demain scaler beaucoup plus, parce qu'on a de plus en plus de volume qui arrive. Les nouveaux formats audio et formats vidéo multipliés par 10, voire par 50 la taille des assets qui nous sont uploadés et qu'ensuite on distribue aux plateformes. Et rester comme ça sans se transformer, on se serait à un moment retrouvé devant un mur de béton, ou en tout cas un plafond de béton. Donc il y a un sujet de dérisking de notre métier, et il y a un sujet aussi de recréer une plateforme qui soit plus modulaire pour s'adapter plus vite au changement de l'industrie musicale, et puis pour pouvoir proposer beaucoup plus de valeur ajoutée avec nos produits à nos artistes. Il y a aussi le sujet de la GenAI et de l'AI en règle générale qui arrive on top of that. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie, pour une industrie en tout cas comme Believe, et positionné au milieu des deux autres dont j'ai parlé. Aujourd'hui, le court terme de la transfo, pour nous, c'est ça. Alors forcément, quand on parle de transformation digitale, on va parler de risque numérique et on va potentiellement parler de cyberattaque. Et c'était aussi un petit peu ce que je voulais dire au début de cette émission, c'est les artistes face aux cybermenaces. Alors, un artiste, quel est le lien entre lui et une cyberattaque? Comment une cyberattaque peut toucher un artiste? De plein de manières différentes. Comme on va avoir les mêmes attaques qu'on voit ailleurs, les mêmes taxonomies d'attaques qu'on voit ailleurs. Donc, ça peut aller du phishing, donc l'artiste qui commence à devenir connu, et quand je dis phishing, à son insu, qui commence à devenir connu, vous passez sur un plateau télé où vous commencez à faire des écoutes parce que vous avez un son qui passe très très bien sur TikTok. Vous avez une notoriété, vous commencez à flaguer votre compte Instagram en vérifiable, le petit logo bleu. Et là, vous voyez plein de faux comptes qui se créent avec vos noms, vos prénoms, vos contacts, etc. Et là, vous voyez que, en fait, vous découvrez en tant qu'artiste que votre empreinte Internet est plus que publique, qu'il y avait des informations sur vous qui ont permis à des attaquants de créer des choses comme ça. Donc ça fait partie des attaques que nous, on observe et qui atteignent les artistes dans leur globalité. Et il y a tout un pan d'attaques qui vont cibler pour nuire, pour supprimer la présence d'un artiste sur les réseaux, pour atteindre à ses royalties finalement, pour pas qu'il puisse récupérer ces informations, des leaks de données d'assets musicaux, d'albums ou même de graphismes avant leur sortie. Donc il y a vraiment tout un tas d'attaques qui peuvent survenir. Et justement, tu m'en parlais tout à l'heure, Zakaria, tu me disais les leaks de musique par exemple, c'est-à-dire qu'on va voir une chanson ou un album se retrouver sur l'espace public, sur Internet, disponible avant son heure de mise en ligne. Comment ça impacte un artiste, ce genre de choses? Je dirais qu'il y a 2 ou 3 types de personnes. Il y a ceux qui vont te dire non, c'est cool. Enfin, il y a eu un leak, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je peux y survivre, etc. Mais souvent, c'est comme du déni. Et puisque quand on se penche sur la question financière, les artistes ils sont rémunérés principalement par des écoutes sur les plateformes digitales. Alors combien même, je porte un t-shirt
Nuclear Blast, il y a beaucoup d'artistes qui sortent dans le métal, qui sortent des vinyles, il y en a même qui sortent des cassettes et des CD. Par contre, le revenu numérique, il est encore très présent. Donc finalement, si vos fans écoutent les morceaux avant leur sortie et qu'ils se lassent ou qu'ils passent à autre chose, puisqu'il y a un roulement, ou alors qu'ils n'écoutent qu'uniquement sur des médias qu'ils n'ont pas payé, eh bien, vous coupez une monétisation vers l'artiste. Et la troisième catégorie, en fait, c'est vraiment la majorité des artistes que je dirais qui sont très engagés dans leur création et qui vont le vivre mal. Je sais qu'il y a un artiste en particulier qui va même jusqu'à peaufiner sa pochette, quand bien il y ait 2 plis sur la pochette qui va dans le CD ou dans le vinyle, etc. Eh bien, si son album est sorti avant le temps, il a eu quelque part une perte de contrôle. Et ils peuvent se sentir vraiment mal à l'aise dans leur intimité. C'est quelque chose vraiment lié à l'intime parce que pour eux, leur création, elle est à eux, c'est leur bébé. Ils veulent jouer sur le moment où ils l'annoncent et ça. Et il y en a que ça déprime, hein, à défaut de trouver d'autres. Ce qui est normal, hein. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que comme tu le disais, il y a cette impression de ne plus avoir le contrôle sur quelque chose qu'on a créé. Et puis, vous le disiez aussi très bien, il y a des royalties derrière, il y a du marketing, hein, tu m'expliquais, il y a de la publicité. Donc, quand on a un album qui sort plus tôt, on a tout un travail marketing qui a dû être préparé en amont, qui n'est plus applicable. J'imagine peut-être que tu perds des sponsors. Alors, je me mets à la place de l'artiste, hein, je me dis, quand on travaille pendant des mois et des mois pour mettre en place un plan de communication qui finalement s'évapore, on rentre quelque part après en gestion de crise, en fait. Hein. On n'est plus dans la communication de l'album. Tout à fait. C'est clairement de la gestion de crise parce qu'il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on sort l'album finalement plus tôt que prévu? Est-ce qu'on arrête tel ou tel engagement, etc. Et est-ce que tu penses que les artistes aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils ont conscience, qu'ils sont potentiellement des victimes, des proies face à ces cyberattaques et des cyberattaquants? Non, pas vraiment, je pense pas. Je pense pas. La majorité des artistes, non. Je pense que les artistes qui sont qu'on va appeler top artistes ou qui sont dans les top 10 des charts, etc., elles sont sensibilisées. Mais est-ce que la majorité des artistes le conçoit? Non. Malheureusement, je pense que l'industrie musicale, pour mettre un peu limite un bémol à ce que disait Antoine, je pense que chez Believe, on a cet ADN numérique dans la peau. Et la tech est là pour enabler, pour permettre à nos services musicaux en fait d'accompagner les artistes. Par contre, je ne pense pas que c'est la même chose partout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans l'industrie musicale, on aura moins de partage, on va moins voir des experts de sécurité liés à de la musique qui échangent, qui poussent des indicateurs de compromission, que sais-je, etc. Et il y a moins de sensibilisation du coup des artistes qui, parfois eux-mêmes, en fait, on observe nous dans notre cellule R&D, qui vont utiliser des logiciels qui coûtent très cher, qui sont très onéreux. Les équivalents de Photoshop pour la musique, si on veut, et qui vont les craquer et qui vont se retrouver piratés à leur insu avec un attaquant qui va maintenir une persistance et qui va petit à petit exfiltrer des informations qu'il pourra utiliser peut-être dans un deuxième, troisième temps. C'est un biais qu'on peut voir dans d'autres industries aussi. En fait, il y a une dichotomie entre la façon dont les gens se protègent personnellement et la façon dont ils se protègent dans le travail. Et en fait, si on n'utilise pas l'outil informatique au quotidien, et de fait, on est sensibilisé par les équipes qui nous entourent, ce qui n'est pas le cas de la plupart des artistes, on a un petit peu tendance à oublier parce qu'en fait, nous, notre charge mentale, elle est focus sur notre art, sur la création de valeur, etc. Et en fait, on a tendance à oublier le reste, alors que dans notre vie privée, potentiellement, on ferait un peu plus attention. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup, enfin on commence chez Believe à essayer de faire beaucoup de sensibilisation auprès de nos artistes pour éviter toutes les conséquences dont on vient de parler. Et est-ce que vous pouvez me réexpliquer peut-être la chaîne de création, de livraison, de mise à disposition en fait d'un produit artistique, d'une musique, entre la personne qui fait son morceau chez elle ou dans un studio et la mise à disposition sur des plateformes? C'est quoi les différentes étapes et à quel moment on peut voir notamment des failles ou je dirais des moments de faiblesse où on pourrait avoir des attaques? Donc la chaîne de distribution chez nous aujourd'hui elle est double puisqu'elle suit deux lignes métiers un petit peu différentes. Une qui est plutôt destinée aux labels. Donc là les utilisateurs ça va plutôt être des label managers, des producteurs, quelques artistes, mais généralement, voilà, ils ont des mandataires. Et à côté, on a une offre qui est plus do it yourself, et là, qui ne gère que la distribution d'artistes
indépendant avec une offre 100% digitalisée. Donc ça, ce sont les 2 points d'entrée de notre supply, puisque c'est là où en fait les labels et les artistes vont uploader leurs assets audio. Okay, donc ça, c'est vraiment la première milestone, en tout cas la première borne de distribution, c'est déjà qu'ils nous uploadent ces assets-là, avec toutes les métadonnées correspondantes, les participants à l'album, le titre, la couverture de l'album, etc., etc. Donc ça arrive chez nous. À partir de là, ça passe dans une chaîne de contrôle et de validation, où on vérifie que il n'y a rien d'illégal qui a été uploadé. Et également quelques checks sur la musique générée par intelligence artificielle. Et ensuite, comme on est partenaire avec plusieurs centaines de plateformes de distribution, chaque plateforme de distribution, en tout cas la majorité d'entre elles, ont des contraintes de ce qu'on envoie ensuite chez elles. Donc on va les encoder sur des formats différents selon les plateformes. On va également envoyer de la métadonnée de façon différente selon la plateforme. Donc tout ça, toutes ces actions-là dans la supply chain, aujourd'hui chez nous, ne sont pas des grands vecteurs de sécurité si on nommait le contenu qui pourrait être un contenu illégal si on ne faisait pas de vérification, parce que tout ça est dans un réseau totalement fermé. Donc le premier gros point d'attaque, on va dire, et le plus évident, c'est le front. C'est le front-end, donc avec les tout classiques, injection SQL, IDOR, etc. Mais avec nos équipes sécu, on a des équipes de sécu défensives et offensives, donc on s'auto-pentest et on fait appel aussi à des prestataires externes pour essayer de nous poutrer le site, hein, voilà, simplement. Pour voir si ça tient. Pour voir si ça tient, exactement. Et donc, pour terminer de répondre à votre question, une fois que les vérifications, on va dire que l'encodage a été fait, ensuite, on publie sur les plateformes via des API, ou en tout cas des points d'entrée de ces plateformes-là. J'ai résumé simplement, mais en gros, c'est ça. Et justement, dans les discussions qu'on avait pu avoir un petit peu avant le début de cette émission, vous aviez mis en avant, alors tous les deux, hein, le fait que un des premiers moments de faiblesse, ça va être quand l'artiste va potentiellement vous envoyer ou envoyer le produit, parce que lui-même n'étant pas très sensibilisé, puis tu le disais, il est très focus sur la création artistique, pas nécessairement sur la partie sécurité. Donc c'est un moment, je dirais, assez propice à de potentiels leaks, fuites, pertes et autres. Déjà, est-ce que vous confirmez qu'effectivement c'est cette partie-là, et puis comment faire? Oui, tout à fait. En fait, il y a un angle d'attaque intéressant pour les pirates, c'est en dehors de notre forteresse, parce que Antoine l'a dit gentiment. D'ailleurs, oui, on a des belles équipes dans son département technique, donc dans mon département sécurité, qui vont pentester en continu, qui vont faire du défensif et qui vont se challenger, etc. Mais finalement, au-delà de notre forteresse, c'est là où l'attaquant va être le plus opportuniste. Donc, il y a un amont. C'est quand l'artiste prépare son tooling, sa chanson avec ses outils, etc. Dans l'exemple que je t'ai pris tout à l'heure, si son ordinateur est déjà compromis parce qu'il utilise une version pirate d'un outil ou autre, eh bien on peut supposer qu'un attaquant puisse avoir accès à sa machine, ou tout du moins à des secrets contenus sur sa machine qu'il pourrait utiliser sur d'autres choses. Cet artiste, il va travailler, collaborer avec plusieurs autres types d'artistes. Souvent, tu vas voir le producteur, le musicien, les vocalistes, etc. Et puis, toute une galaxie d'accompagnants, de meilleurs copains, de la maman, etc., à qui on va envoyer les sons. Est-ce qu'on va utiliser des plateformes sécurisées, comme il en existe, ou alors on utilise des plateformes sans aucune sécurité, ce qui facilite le partage, la revue, etc. Et après la livraison, on va aussi s'intéresser à nos tiers, à nos tiers de confiance avec qui on travaille, que ce soit les magasins qui vont récupérer les éléments physiques, les sociétés avec qui on travaille pour créer des vinyles, des CD, etc., pour les presser. Et là, on va venir... Pour cette partie-là, après, on va faire pareil du pentest, on va faire du red team avec des scénarios très sympathiques où on va même émuler, à défaut de simuler, parce que c'est un peu compliqué, on va aller émuler des cambriolages ou des intrusions dans les usines, etc., pour vérifier leur process. Et sur la partie préparation, etc., on va proposer des protocoles, nous, qui sont naturellement sécurisés aux artistes dans les échanges qu'on fait avec eux, et on va leur proposer en fait d'utiliser ces mêmes protocoles pour partager les informations ou les éléments, les assets musicaux avec leurs producteurs, etc. Et on va aussi travailler à les sensibiliser, comme a dit Antoine, on commence petit à petit à le faire, et on continue de le faire pour nous assurer d'avoir une sécurité de bout en bout.
Et pour le public artiste, il y a peut-être des musiciens qui sont en train de nous suivre, pour qu'ils comprennent un peu mieux cette menace et qu'ils se sentent concernés, est-ce que tu pourrais notamment m'expliquer qu'est-ce qu'un cybercriminel recherche lorsqu'il attaque un artiste? Il y a plusieurs cas d'usage. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Il y a le pirate qui le fait pour une question lucrative, parce qu'il a envie de ramener des gens sur souvent ce qu'on voit sur le médium, où il va distribuer la musique et où il va distribuer soit du contenu malveillant, soit de la publicité, soit des abonnements vidéo IP plutôt que VoIP, ou ce genre de choses. Il y a la personne qui le fait parce qu'elle veut absolument avoir le son exclusif de tel ou tel musicien ou chanteur qu'il aime bien, et de l'écouter avant tout le monde. On a tous ce petit biais cognitif on va être le premier. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a l'ambiance, on va dire, concurrentielle. On va avoir des artistes qui sont... Alors, on en connaît plein en France. On a au moins un couple qui a défrayé la chronique dans un aéroport. Et... Donc il y a des animosités qui vont exister entre artistes. Il y a parfois, malheureusement, ça prend des cas dramatiques, ça va jusqu'à des niveaux dramatiques, mais on peut se dire, et nous on a observé au moins 2-3 cas dans nos recherches, qu'il y a des artistes qui vont aller chercher un prestataire, qui est le pirate, pour porter atteinte à leurs concurrents. Alors, c'est bizarre de parler de concurrence, mais à leur ennemi, à leur némésis, pour essayer c'est ça, leur rival, pour essayer de marquer le coup et d'empêcher sa sortie d'album, de lui causer du tort, etc. Parce que finalement, tu le disais très bien tout à l'heure, on ne s'en rend pas tout de suite compte, surtout quand on ne se sent pas concerné, ce qui est parfois le cas de beaucoup de personnes quand ils ne travaillent pas dans la cybersécurité. Mais il y a un vrai coup psychologique. Tu parlais tout à l'heure de l'artiste, un artiste connu mondialement, dont on ne citera pas le nom, mais qui avait pu être touché lorsqu'on a sorti un de ses albums en avance, parce qu'il y a une perte de contrôle, l'impression de rentrer dans notre intimité. C'est pas quelque chose ni de simple, ni à prendre à la légère. Exactement. Bah oui, puis on rentre dans l'émotionnel là, donc c'est toujours voilà. Je me demande même s'il n'y a pas plus d'émotionnel dans ce secteur-là finalement que dans d'autres. Il y a un attachement qui est différent face au produit par rapport à un collaborateur qui travaille dans une entreprise qui ne se sent pas particulièrement attaché. Bien évidemment. Qu'est-ce que la création, si ce n'est pas la matérialisation de nos émotions, de ce qu'on pense le plus à l'intérieur, et de voir ça être gâché, être modifié. Quelle est la responsabilité notamment de Believe pour protéger les artistes contre ces menaces? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Quel est le processus? Nous, la façon dont on approche la sécurité, et je laisserai Zach sur la partie outillage, elle est imbriquée aujourd'hui chez Believe dans nos process de développement, en tout cas sur tous les process technologiques, produits digital. Elle est intégrée dès le début, dès la phase de design et de développement. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est de créer de la confiance et que ça devienne, en termes métier, un différenciateur vis-à-vis de la concurrence. C'est-à-dire qu'en gros, qu'un artiste ou un label manager se dise, en fait, signé chez Believe, je sais que mes assets seront protégés, je sais que mon album ne leakera pas, je sais que mes données personnelles également seront protégées, je sais que mes royalties seront protégées, parce qu'on joue quand même avec de la data qui est pas anodine en termes de privacy. On parle quand même de flux financiers, de rapports d'écoute aussi, des plateformes de streaming. On a une grosse data analytics, et donc qui dit grosse analytics dit gros data warehouse et grosse source de données. Et donc pour ça, il faut qu'on crée la confiance. Pour créer la confiance, il faut prendre des actions concrètes. Donc on avait parlé d'évangéliser, acculturer nos différents artistes et labels à la sécurité, c'est une chose. Mais derrière, il faut aussi qu'on leur montre concrètement la valeur ajoutée de toutes les tâches de sécurité qu'on met en place. Alors, juste avant, je rebondirais, donc quand tu parles de données, tu l'expliques très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas que les fuites d'albums, en fait, on a aussi les fuites de données des artistes. Et là, vous avez effectivement des données sensibles, vous traitez des données sensibles, donc tu parlais notamment de contrats, les taux d'écoute, c'est-à-dire ça, c'est des données le nombre de streams, par exemple, sur les différentes plateformes. Qui sont confidentielles, normalement. Qui sont pas des données confidentielles, qui sont des données professionnelles, on va dire. Pas confidentielles, elles sont disponibles dans l'industrie, mais on accède à des données qui, elles, sont confidentielles. Une partie de ces données est publique, l'autre partie est un peu plus confidentielle et surtout propriétaire de l'artiste ou de la maison de disques. Ok.
Oui, tout à fait. En fait, avoir un système, un SMSI, on dirait, robuste, c'était la moindre des choses. Donc ça, c'est dans notre ADN, encore une fois. La tech est dans l'ADN de Believe. Donc faire ça, pour nous, c'était la base. Hein, et investir nos équipes techniques, qu'elles soient côté défensif ou offensif. Et d'ailleurs, on parle de technique, mais on a aussi de la gouvernance. On tacle aussi les questions de sécurité, de gouvernance, de sécurité, de compliance, etc. Donc ces questions-là, finalement, c'était basique pour nous, comme dirait Orelsan. Mais nous, on a fait un petit extra mile. On va faire l'extra mile, on va développer des services de sécurité qui vont nous permettre de défendre les assets de l'artiste, même en dehors de notre récit. Ce qu'on a observé, et vraiment quand je parle de R&D, c'est beaucoup de jours-hommes qu'on a passé, jours-femmes qu'on a passé pour essayer d'analyser ces questions, comment se passaient les leaks, pourquoi est-ce que les attaquants, pourquoi les artistes étaient ciblés. Et il y avait vraiment peu de données, même en nous rapprochant des grands mastodontes de la CTI européens ou américains. On n'arrivait pas à avoir de données qualifiées sur le milieu de la musique. Donc on est parti travailler pourquoi est-ce que les artistes sont ciblés, où et comment essayer de circonvenir à ça. Typiquement, on va faire ce qui commence à devenir normal, mais tout ce qui est typo-squatting. Typo-squatting, on a un de nos labels dont je vous parlais tout à l'heure, Nuclear Blast. On sait qu'en saison de Hellfest, il va y avoir des attaques. Il va y avoir des attaques au sens des personnes malveillantes vont créer des faux sites pour aller scammer des festivaliers. Ça, on peut se dire que c'est même pas à nous de voir puisque c'est pas dans notre récit, mais c'est parmi les choses qu'on détecte, qu'on traite automatiquement. Et aujourd'hui, si vous créez un faux site internet, une fausse brand sur les réseaux sociaux par rapport à Believe, c'est automatiquement takedown, c'est automatiquement traité. Et on va même prendre l'extra mile pour sensibiliser les personnes pour éviter qu'elles se fassent attaquer. Ce qui peut paraître normal dans le milieu bancaire, mais ce qui a encore du mal à venir dans le milieu de la musique, puisque c'est encore un sujet tabou, la sécurité dans la musique. Alors si on ouvre Internet et qu'on fait hacking major, on va voir que tout le monde se fait attaquer. Mais les entreprises, en tout cas moi, je n'arrive pas à trouver d'autres entreprises de musique qui en parlent plus ouvertement, à part les DSP avec qui on arrive à échanger et mettre des ponts entre leur programme de bug bounty et notre programme de R&D typiquement, ou ce genre de choses. Alors, tu parlais justement tout à l'heure d'un festival. Admettons, si vous avez un artiste qui va faire un concert et vous avez la billetterie, par exemple, vente de billets de ce concert-là, si on a des faux sites qui sont créés pour vendre des billets, est-ce que ça rentre un peu dans votre juridiction ou pas du tout? Oui, pour deux raisons, parce qu'on a une de nos entreprises qui s'occupe de tout ce qui est billetterie, mais oui, c'est le genre de choses qu'on va regarder. Et nous, c'est vraiment une approche holistique de la sécurité de l'artiste. On va venir rajouter de la sécurité au-delà du simple SI de Believe, au-delà du simple MFA qu'il va avoir quand il va se connecter, uploader sa musique et qu'elle va être déposée. On va vraiment aller challenger, on va faire de la supervision. Pour certains artistes avec qui on travaille, on va même aller plus loin pour sécuriser leur empreinte Internet, pour la visualiser, pour faire des actions. Et dans le cadre de notre R&D, de notre département R&D, si on veut, on va même aller trouver des nouvelles attaques qui sont portées par des pirates, les annuler, ou plutôt essayer de les annuler ou essayer de les contrecarrer pour sécuriser nos artistes, mais les artistes en général aussi. Dans l'exemple que donne Isaac, c'est de l'impersonation d'une de nos marques. Donc de facto, ça nous concerne. Et sur la valeur ajoutée aux artistes, comme je disais, on les accompagne à chaque stage de leur carrière, mais ça veut dire qu'on les protège aussi dans leur carrière, et notamment sur des sujets, et notamment les sujets cyber, dont généralement ils sont très loin et dont ils n'ont pas du tout conscience. Mais ils sauront nous le rappeler si un jour un leak arrive à cause de Believe. C'est un peu la fameuse phrase où on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Oui, c'est ça. Donc, du coup, nous, notre système, c'est pour ça que je parle de sécurité by design, je pense que c'est un de nos tenets. En fait, notre réseau est construit en mode zero trust. Donc, on applique la même réglementation à tous les niveaux. On a une traçabilité assez complète. On sait dire qui a fait quoi, qui a sorti quel morceau, qui a uploadé à quelle heure, etc. Donc ça, on a une visibilité complète de ça. Mais
Donc, on sait répondre à nos artistes. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment aller au-delà et de leur dire, tiens, peut-être votre chanson a été leakée à cause de tel producteur ou à cause de tel partenaire qui, lui, était présent, qui, lui, a partagé un lien cloud transfert public qui est resté public pendant X temps, etc. Et comme je disais, en fait, nos exercices de red team et nos recherches parfois en source ouverte, elles peuvent même nous amener à identifier des acteurs malveillants. Et là, on va aller se retourner contre ces personnes auprès des autorités pour qu'elles puissent faire le nécessaire. Comme Eminem n'est pas chez nous, malheureusement, mais comme Eminem a fait avec son ingénieur du son lors de la fuite. Rappelle un peu peut-être l'histoire pour le public qui nous suit. Typiquement, Eminem, Marshall Mathers, le célèbre rappeur américain, Slim Shady, avait des sons qui ont fuité et vraiment c'était une grosse masse de données en fait qui fuitait, etc. Et c'est un de ses fidèles, un ingénieur son, donc ce qu'on appelle nous traditionnellement la menace interne, qui a fait fuiter cet élément. Donc, mais ce qui manque aujourd'hui peut-être, c'est cette notion de contrôle. Bien qu'il y a un de nos artistes qui en parlait récemment, qui disait qu'il est très dur en affaires et qu'il peut virer quelqu'un, quand bien même ça serait son frère, son cousin, etc. Je pense que c'était Youssoupha. L'idée, nous, on le regarde, ces internes, on suppose, en fin de compte, en Zero Trust, que n'importe lequel de nos salariés peut être mis au chantage, qu'importe. Les attaquants trouvent toujours un moyen, trouvent toujours un levier d'influence sur vous, sur nous, sur moi le premier. Donc, on met des garde-fous. Donc, moi, en tant que CISO, je n'ai pas accès à tout. Même Antoine, en tant que CTO, il n'est pas super admin de nos plateformes. Tout est logué. Je n'ai accès à rien, moi. Bon, j'ai bien fait mon boulot. Donc, tout est sécurisé. Et encore une fois, j'aime pas les comparaisons, mais c'est vrai chez nous. Mais encore une fois, quand on fait un peu une mesure, etc., c'est pas vrai chez tout le monde. Toutes les entreprises n'ont pas, dans la musique, n'ont pas une équipe tech ou des équipes tech. Alors, nous, c'est un département tech entre l'Atlantique, la France, qui travaille sur ces sujets-là, quoi. Je pense que c'est important de rappeler effectivement que la menace cyber n'est pas tout simplement extérieure, elle vient pas toujours de quelqu'un qu'on ne connaît pas, elle peut être interne. Tu donnais l'exemple justement d'Eminem, mais c'est un fidèle. Donc effectivement, on n'est jamais à l'abri de rien, et donc plus de sécurité et plus de sensibilisation à ce genre de questions est importante. Alors, je vais finir avec une dernière question. Donc chez Believe, la cybersécurité est-elle juste une nécessité technique ou un véritable avantage concurrentiel ? Bon, je pense qu'on a déjà donné beaucoup de billes là-dessus. Comme j'ai dit, pour nous, c'est un véritable avantage concurrentiel et c'est un avantage qu'on continue de construire aujourd'hui. Il faut bien voir qu'on est dans une industrie où il y a, je pense que c'est encore le cas à certains endroits, mais il n'y a pas très longtemps où tous les échanges de flux n'étaient pas chiffrés, par exemple. Donc c'est une industrie qui revient loin quand même sur les sujets cyber. Et nous, on est persuadés, et parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est assez conséquente et un outillage qui est assez conséquent. Donc, on arrive à voir quand même pas mal ce qui se passe dans l'industrie en termes de problématiques cyber. Et on voit que ça augmente. On voit que certaines sociétés, certains acteurs sont ciblés parce qu'ils sont ces acteurs-là. Donc, c'est pas juste on est au milieu d'un ratissage large et on reste persuadé exact que ça va ne faire qu'augmenter, comme c'est le cas dans la plupart des autres industries aussi. Donc, s'il y a une nécessité de toute façon de protection pour nous, mais également de valeur ajoutée parce que, encore une fois, on est là pour accompagner les artistes et donc qui dit les accompagner dit les protéger. Tout à fait, je pense que c'est clairement concurrentiel chez nous. Je rejoins tout ce que tu as dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai pas le choix. Tu vois, mon patron maintient OpenBSD. Qu'est-ce que tu veux que j'implique pas c'est la fin. Je suis transparent. Je suis obligé d'avoir un niveau de sécurité minimum sur notre récit. Et les solutions qu'on propose, qu'on construit, en fait, que les équipes techniques construisent et qu'elles offrent à nos artistes, en fait, sont sécurisées by design. Et franchement, elles sont éprouvées. Et peut-être qu'on trouvera des vulnérabilités, peut-être qu'on trouvera des trucs, mais on a tout un process pour les patcher. C'est la vraie vie de la sécurité. On est résilient. Et maintenant, on va vraiment chercher le truc en plus. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi ouvertement. C'est pour ça qu'on est, encore une fois, en toute humilité, les seuls qui en parlent ouvertement sur la place publique. Pour nous, ce n'est pas un sujet tabou, la sécurité. On a des partenaires musicaux qui nous permettent de le démontrer. Et oui, tout à fait, aujourd'hui, quand vous êtes chez Believe, vous n'avez non seulement vous avez le package de base de la sécurité, et si besoin, vous pourrez même avoir beaucoup plus. Donc,
Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est clair. Bien écoutez, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Zakaria d'avoir répondu à mes questions. Aujourd'hui, on a parlé des artistes face à la cybercriminalité. Et puis, je vous dis potentiellement à ceux qui nous suivent à une prochaine émission. Merci Yasmine, Merci. à bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode sur le sujet des artistes face au cybercrime. On a pu d'ailleurs démontrer avec nos 2 experts que tout le monde était concerné, même les artistes. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de commenter, de cliquer sur la cloche et de vous abonner. Ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer à vous proposer un contenu de qualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Risque Intel Média.